Bonjour, ici Vincent Carbonel. Je suis conseiller en éco-responsabilité chez Environnement Côte-Nord. Aujourd'hui, on va parler de développement durable. Découvrons ensemble comment ce concept s'intègre dans nos entreprises ainsi que son impact positif sur l'environnement. Le développement durable représente notre vision d'une société prospère et dont le développement respecte un équilibre des piliers économiques, environnemental et social. Le concept de développement durable est apparu lorsque les limites à la croissance économique ont commencé à apparaître, ainsi que celles de notre planète. L'idée, c'est de trouver un équilibre entre ces trois piliers, pour que le développement réponde aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Aujourd'hui, le cadre de référence mondial sont les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies, qui nous donnent la marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. Ils répondent aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation de l'environnement, à la prospérité, à la paix et à la justice. Ces objectifs sont interconnectés et il est important d'atteindre chacun d'entre eux et chacune de leurs cibles d'ici 2030. Contribuer au développement durable de notre société ou de notre communauté, c'est donc apprendre à travailler ensemble. Citoyens, travailleurs, experts, syndicats, les différents paliers du gouvernement et bien sûr les entreprises, acteurs majeurs du développement durable. Leur contribution au développement durable est communément appelée la responsabilité sociale ou la responsabilité sociétale des entreprises. Ce qui veut dire qu'elles peuvent prendre leurs responsabilités quant aux impacts de leurs décisions et de leurs activités sur la société et sur l'environnement, en plus de créer de la richesse économique. Chez Environnement Côte-Nord, nous sensibilisons les entreprises quant au bilan environnemental de leurs décisions et de leurs activités. Nous les encourageons à prendre leurs responsabilités à l'égard de leurs émissions de gaz à effet de serre, de leurs matières résiduelles et des ressources consommées, comme l'eau et l'énergie. Les entreprises ont également une responsabilité par rapport à l'impact environnemental des produits et services qu'elles mettent sur le marché au moment de l'utilisation par le consommateur final. Nous avons interrogé le Centre québécois du développement durable pour nous parler de plusieurs tendances qui démontrent que le développement durable prend de l'importance. Tout d'abord, il existe des orientations gouvernementales de développement durable. Ces orientations prévoient des moyens financiers pour soutenir la transition vers des modèles d'affaires durables. Ensuite, les investisseurs et les grands donneurs d'ordre tiennent compte de l'environnement dans leurs décisions d'affaires. Par exemple, Investissement Québec intègre des critères environnementaux dans toutes ses interventions financières depuis décembre 2022. Ou encore, la grande industrie qui considère favorablement les fournisseurs de services qui ont des certifications environnementales ou un plan de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Les consommateurs, pour leur part, ont des attentes face aux entreprises. Selon le baromètre de la consommation responsable, qui est mis en place par l'Observatoire de la consommation responsable de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM, les Québécois souhaitent une contribution sociétale positive et une implication locale des entreprises. Par exemple, des actions en faveur du climat ou un programme de dons et commandites pour soutenir les communautés. Au niveau de la main-d'œuvre, le portrait 360 sur les aspirations de la main-d'œuvre réalisé par la Commission des partenaires du marché du travail nous révèle que celle-ci accorde de l'importance à la responsabilité sociétale, au bilan environnemental et au bilan éthique d'un employeur. À noter, 71% de la main-d'œuvre considère que le bilan environnemental d'un employeur est important et 91% des jeunes âgés de 15 à 17 ans veulent protéger l'environnement. Enfin, le baromètre de l'action climatique, produit par le groupe de recherche sur la communication marketing climatique de l'Université Laval, révèle que 38% des Québécois considèrent que l'engagement concret d'une entreprise dans la lutte au changement climatique a beaucoup d'influence sur leur choix d'y travailler.
Ces différentes tendances démontrent que le développement durable est plus qu'une mode, ou le petit extra qui s'ajoute aux pratiques d'affaires plus conventionnelles. Allons maintenant sur le terrain, à la rencontre d'entreprises où le développement durable prend forme très concrètement. Peux-tu nous décrire un petit peu les activités principales de ton organisation? Oui, absolument. Donc, un port, bien sûr, avec l'eau qu'on a sur nos berges, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accueillir des navires. Donc, principalement, les navires qu'on va accueillir ici à cette île, c'est des navires pour le vrac de minerais de fer. Donc, on va les accueillir, on va les remplir, puis par la suite, ils vont être envoyés à l'international pour aller fournir des personnes en minerais de fer. Sinon, on reçoit aussi des navires de croisière, puis on gère aussi, entre autres, le Bella des Gagnés qui vient ici, le traversier qui s'en va ensuite sur la Basse-Côte-Nord. Donc, c'est le genre d'activité qu'on va avoir. Sinon, c'est vraiment la gestion portuaire des installations ici. Qui sont situées tout autour de la baie de cette île. Oui, exactement. Donc, on a les quais ici en ville, dans le secteur ville qu'on appelle, puis on a aussi du côté Pointe-Noire. Donc, on a la relance, puis aussi le quai multi-usagé. D'accord. Vous êtes une organisation engagée en développement durable. Peux-tu nous parler un petit peu comment le développement durable est arrivé au port de cette île? Oui, bien, entre autres, un des points clés du développement durable, ça a été, on a été un membre fondateur de l'Alliance verte. Donc, l'Alliance verte, c'est un programme de certification environnementale volontaire auquel c'est vraiment l'industrie maritime qui va participer en Amérique du Nord. Puis le but, c'est d'évaluer annuellement notre performance environnementale. Puis c'est ça, fait que ça a vraiment fait en sorte qu'on a mené des projets vraiment pour répondre à ces critères-là. Mais par la suite, on a vu tous ces projets-là, on a vu l'impact que ça avait, puis on a décidé de vraiment prendre le développement durable de façon plus globale, donc d'en faire une stratégie, puis de le voir sur plusieurs années pour pouvoir vraiment mieux mesurer notre performance puis être capable d'avoir le plus gros impact possible. Et est-ce que ça s'est traduit d'une certaine façon dans la structure, dans les politiques, dans les pratiques du port de cette île? Bien, définitivement, dans la structure, déjà, il y a eu la création du département en environnement. Donc, il n'y a pas si longtemps, on a créé le poste de direction en environnement et développement durable, qui s'est suivi par l'ajout à l'équipe d'un conseiller en environnement. Donc, le but de cette équipe-là, c'est vraiment de mener tous les projets associés au développement durable, à l'environnement. Tu parlais des activités du port de cette île. Est-ce qu'elles ont un impact sur l'environnement? Peux-tu nous parler un petit peu des différents impacts qu'elles peuvent avoir sur l'environnement et s'il y a des actions par la suite qui ont été mises en place pour atténuer cet impact justement? Oui, bien, comme n'importe quelle industrie, on sait qu'on va avoir un certain impact sur la qualité de l'air, donc par rapport à nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est pour ça qu'on a fait partie de la cohorte carbone Côte-Nord pour justement chercher à faire un inventaire de tous les gaz à effet de serre qui sont émis au niveau administratif, puis voir comment est-ce qu'on peut réduire au maximum, puis éventuellement aussi de faire un plan de décarbonation, puis compenser ce qu'on n'est pas capable de réduire. Donc ça, c'est un des points. Aussi, ce qu'on est en train de développer, c'est un programme incitatif pour les navires qui vont venir ici, pour les aider à adopter des technologies propres, pour faire en sorte que, justement, la quantité de gaz à effet de serre émise va être réduite. Donc, si jamais ils ont accès à ces technologies propres-là, ils vont recevoir un rabais pour les droits de port. Un autre des bons points, c'est la pollution de l'eau, étant donné qu'on a les navires, les terminaux, etc. Donc, pour justement s'assurer qu'il y ait le moins de pollution possible, on a installé sur nos terminaux des systèmes de traitement des eaux usées. Eau usée plus eau de ruissellement, je dirais. Donc, si jamais il y a un accident ou quoi que ce soit sur nos terminaux, puis qu'il y a un coup d'eau, ben, on va s'assurer que justement ça soit traité puis pas envoyé dans la baie contaminée. Puis, à travers tout ça, il y a aussi les bruits sous-marins. Donc, avec la pollution de l'eau, on veut ne pas affecter la biodiversité de la baie, la faune, la flore. Puis, les bruits sous-marins vont, entre autres, affecter la faune aquatique. Donc, le but, c'est de mesurer ça. Fait qu'on a, avec l'INRES, développé un projet nommé Enviro-Action. Puis le but, c'est de justement avoir une mesure en temps réel des bruits qui sont faits par les navires, puis c'est quoi leur impact sur la faune locale. Puis à travers ça aussi, on va pouvoir regarder la qualité de l'air et la qualité de l'eau.
Puis le but de ça, c'est de pouvoir les diffuser éventuellement, ces résultats-là. Est-ce qu'au niveau de la gestion des déchets, il y a aussi des initiatives particulières qui ont été menées par le port? Donc, c'est quand même un des très bons points. Donc, ce qu'on a fait, c'est on a engagé la firme Englobe pour participer avec 2 autres de nos usagers à une cohorte pour faire la caractérisation des déchets qui étaient produits par nos 3 entreprises. Puis le but de ça, c'était vraiment de voir où est-ce qu'on pouvait s'améliorer puis comment est-ce qu'on pouvait s'améliorer. Puis ça a d'ailleurs fait en sorte qu'on a développé une politique d'achat responsable à l'interne pour justement éviter, par exemple, les plastiques à usage unique. Puis de favoriser les fournisseurs qui vont avoir un bon impact environnemental. Ah, c'est très intéressant de voir à quel point il y a des actions qui sont prises à travers toutes les activités et tous les impacts variés qu'elles peuvent avoir sur l'environnement. Est-ce qu'il y a des projets en particulier dont vous êtes vraiment très, très fiers, que vous voulez partager? Oui, bien, un des projets qu'on est très fiers, puis au niveau qui touche un autre aspect du développement durable, au niveau plus social, bien, ça a été la co-création du pavillon des croisières. Plutôt que de faire comme d'habitude, où est-ce que c'est davantage à l'interne que ça se gère, bien, on est allé consulter les organismes locaux, de la population, pour voir c'était quoi leurs attentes pour ce genre de bâtiment-là, cette construction-là. Puis ça a été très, très enrichissant comme façon de faire. Puis ça nous a vraiment encouragé à davantage consulter la population puis les communautés locales pour avoir leur opinion sur ce genre de choses-là. On parlait un petit peu de communication là tantôt. Ça aussi, communiquer nos projets en environnement, communiquer notre performance, notre amélioration, c'est quelque chose qui est très, très important aussi parce qu'il y a une certaine forme de transparence par rapport à la communauté locale, j'imagine. Oui, exact. Bien, en fait, on fait beaucoup comme on le voit, on met en place beaucoup d'actions, on fait beaucoup de projets pour s'améliorer au niveau environnemental. Puis le but, bien, c'est que les personnes soient au courant, mais aussi, en étant un donneur d'ordre dans la région, on veut encourager les autres entreprises à suivre le pas. Donc, c'est sûr et certain que ça va être un autre de nos bons défis, de davantage présenter ces projets-là. Ça va se faire, entre autres, par la publication de rapports dans les prochaines années, de plans de décarbonation, de développement durable, etc. Donc, le but, c'est vraiment de montrer à la population et aux autres entreprises qu'est-ce qu'on fait, puis comment est-ce qu'eux aussi peuvent s'améliorer. Merci beaucoup. Bien, merci à vous. L'hôtel Quality Inn à Sept-Îles, c'est un hôtel sur la communauté autochtone. Donc, nous avons 61 chambres ici, donc avec une majorité d'employés qui sont issus de la communauté. Donc, ouvert depuis 2015, ça va super bien. On a une belle clientèle qui est au rendez-vous. Peux-tu nous parler un petit peu du développement durable? Comment est-ce qu'il est arrivé dans ton parcours au sein de l'hôtel? Bien déjà, donc l'hôtel Quality Inn fait partie d'une chaîne hôtelière, donc Choice Hotel International et au niveau canadien, Choice Hotel Canada. Donc déjà, eux, à la base, ils ont un programme vert auquel on doit adhérer. Donc, qui est sur différents niveaux. Donc, le niveau 1 qui est requis, qui est très basique, d'avoir à réduire au niveau énergétique, consommation d'eau. Donc, nous, l'hôtel Quality Inn, on a voulu pousser un peu plus loin la réflexion et avec Tourisme autochtone Québec, en 2022, on fait un appel aux entreprises québécoises autochtones à savoir si on était intéressé à suivre un programme, le programme Chipeco, sur le développement durable, donc être éco-responsable.
on a posé notre candidature et on a été sélectionné parmi une douzaine d'entreprises pour suivre ce programme. Parle-nous un petit peu plus de la démarche Shipeku. Est-ce que c'est une démarche de développement durable global qui intègre aussi les dimensions de la culture Innu? Oui, dans le fond, c'est d'allier les connaissances et les valeurs traditionnelles des premiers peuples, des Premières Nations, à une démarche d'analyse qui est en 7 étapes: l'engagement, l'accompagnement, diagnostic, plan d'action et certification, entre autres. Donc, nous, en tant qu'hôtel, on voulait se rendre jusqu'à la certification. Puis, avec ce programme-là, on était très bien accompagnés par des éco-conseillères, parce que de le faire nous-mêmes, je crois que ça aurait été très ardu. Mais avec les connaissances qui nous ont été partagées, on a été capable de se rendre jusqu'à une certification clé verte. Donc, au niveau de l'hôtellerie, clé verte, c'était la certification qui était toute désignée là, pour nous, qui est bien reconnue tant ici qu'ailleurs dans le monde. Donc, la démarche Shipeku vous a permis d'obtenir la certification clé verte, qui était peut-être aussi quelque chose qui était demandé par le groupe Choice Hotels Canada. Bien, justement, en 2022, quand on a commencé le programme Shipeku, ce n'était pas demandé par Choice Hotels Canada, mais depuis avril 2024, ça devient un standard de la marque d'être certifié avec clé verte. Donc, on est bien content d'avoir devancé ce processus-là puis d'être un peu comme des pionniers. La démarche vous a aussi permis d'instaurer un comité vert à l'intérieur de l'entreprise? Oui, dans le fond, c'est sûr que de faire toute cette démarche-là toute seule, ce n'est pas évident. Il faut avoir des gens qui nous accompagnent pour discuter, planifier, voir c'est quoi les actions qu'on doit faire. Donc oui, un comité vert au sein de notre établissement. Donc qui regroupe, oui, moi, mais différentes personnes qui sont à la tête de différents départements, que ce soit les chambres, que ce soit la cuisine, que ce soit la maintenance. Donc toutes ces personnes-là, on se regroupe puis on peut discuter là, de quelles sont les actions à prendre sur les différents objectifs qu'on établit. Et justement, ça vous a permis de prendre plusieurs actions à différents niveaux dans l'hôtel? Oui, effectivement. C'est sûr qu'un des plus grands défis ici dans un hôtel, c'est tout ce qui est contenant... à usage unique? À usage unique, excuse-moi. Les emballages de muffins, les emballages de petits biscuits, les petits beurres, les petites confitures, tout ça. C'est sûr qu'on a certains points encore à améliorer, mais ça nous a fait prendre conscience que, on peut aller jouer sur cette facette-là. Donc, déjà, d'éliminer les muffins emballés, de les faire nous-mêmes le matin. Donc, déjà, on enlève des matières résiduelles. Aussi, au niveau de la literie, des matelas, vous avez entrepris des actions super intéressantes? Oui, effectivement. Donc, tout ce qui est, pour nous, literie, serviettes, tout ça, quand on a à changer, c'est taché, c'est brisé, donc on ne peut pas réutiliser là, à même l'hôtel. On fait affaire avec une jeune entreprise locale qui viennent chercher, nous, quand on a quand même une bonne quantité. Donc, eux, ils vont aller réutiliser à leur façon, soit en donnant, en faisant des guenilles pour les garages. La démarche Shipeku, ça vous a aussi permis de mettre en valeur la culture autochtone Innu dans votre hôtel, de l'inscrire dans une vision du développement durable, oui, environnemental, mais Innu aussi? Exactement. Donc, dans toutes nos chambres, dans l'établissement, on retrouve de l'art autochtone. Également, nos salles de réunion, salles à déjeuner portent des noms autochtones, donc en langue Innu. Également, vous connaissez sûrement le festival Nunkamu. À tous les ans, là, on reçoit des artistes, des artisans. Donc, nous, un des objectifs que nous avons à l'interne, c'est de faire connaître la musique et les artisans là, qui viennent à ce festival. Donc, on veut faire rayonner cette culture-là aussi au sein de notre établissement, soit en faisant passer de la musique ou en présentant des affiches des artistes là, qui vont venir là, ici là, sur la Côte-Nord. Et finalement, l'hôtel devient un lieu de rencontre entre autochtones et allochtones. Puis ça aussi, c'est une manière très
positive de contribuer à notre société? Bien, effectivement, quand des clients viennent de loin, que ce soit Montréal ou encore ailleurs dans le monde, bien, ils sont servis ici là, sur la communauté par des gens de la communauté. Ils voient la culture, ils voient la langue Innu. Donc, pour nous, c'est vraiment là, une belle façon de faire connaître notre milieu puis la culture. C'est une belle fierté aussi là, pour tous les employés qui sont ici. Bien, merci beaucoup, Mylène. Ça fait plaisir. Le port de cette île et l'hôtel Qualité Inn ont démontré qu'une démarche de développement durable peut s'intégrer de manière globale dans les pratiques et les valeurs d'une entreprise. Découvrons maintenant un projet inspirant, celui des Jardins de Galix, une entreprise en action climatique qui a réalisé récemment une conversion énergétique majeure. Bien, notre entreprise existe depuis déjà plusieurs années. Dans les années 80, mon père a commencé l'entreprise ici, donc c'est familial. J'ai repris l'entreprise de mes parents en 2009 et c'est là qu'on a commencé à agrandir, disons, un petit peu plus, puis à avoir des projets. On a un centre jardin, en fait. On vend des fleurs annuelles, des vivaces, des arbres, des arbustes. On produit ici les fleurs annuelles. Ensuite de ça, quand les fleurs sont terminées, là, on passe en mode légumes et fruits. Fait qu'on cultive dans les serres tomates et concombres. Grands concombres, petits concombres, tomates cerises, puis tomates grosses aussi. Ça, c'est ce qu'on fait en serre. Dans les champs aussi, on a le volet champ qui est dans la fraise, la framboise, la camerise, le bleuet, les amélanges, l'argousier un peu aussi. Fait qu'on a une variété de petits fruits à différentes périodes de l'année. Fait que toutes les cultures sont une après l'autre dans les champs comme dans les serres. Ah ben, super. Et à cette île, on profite de tes fleurs. Oui, oui, effectivement. Et de tes fruits et de tes légumes. Oui, nos produits sont en vente dans les épiceries à cette île quand c'est la période. De tomates concombres surtout. Fraises, c'est surtout de l'autocueillette. Fraises, framboises, c'est de l'autocueillette. Camerise, à mélange, je les vends ici au commerce ou sous la tente jaune au marché public pendant l'été. On a commencé cette année aussi, on a une section de champs qu'on ne pouvait pas utiliser pour faire des petits fruits, qu'on a fait des légumes dedans. Donc, on a eu des courges spaghettis, des citrouilles à plein, des zucchinis, différents légumes comme ça qu'on a essayé, des échalotes, des poireaux, toutes sortes de choses. Et donc, tu as plusieurs serres oui. Qu'il faut chauffer. Oui. Ça doit être un gros enjeu pour une entreprise comme les Jardins de Galix. Oui, effectivement, la chaleur, c'est le nerf de la guerre si je veux fonctionner. Moi, les fleurs, je commence en mars. En mars, on est loin d'avoir de la chaleur la nuit pour nous garder ça au chaud. Donc, le chauffage est absolument essentiel. Autant au printemps et à l'automne pour les différentes cultures. Mais c'est ça, avant, on était avec un chauffage à l'huile usée qui faisait que c'était difficile de chauffer. Disons que nos printemps et nos automnes étaient assez pénibles, en fait, on se levait la nuit, on était toujours en mode alerte là, parce que ça pouvait manquer n'importe quand, mais j'avais aucun délai non plus de temps de réaction. Si ma fournaise arrête là, dans 10 minutes, il fait moins 10 comme il fait dehors. Là. Donc, c'était stressant aussi, puis c'était vraiment très, très énergivore à s'occuper de tout ça, le chauffage à l'huile. Et donc, vous avez entrepris un projet majeur de conversion d'énergie. Donc, l'huile usée, c'est fini. Oui. Et vous êtes passé à la biomasse. Effectivement. Parle-nous un peu du projet. Oui, c'est un gros projet qu'on a commencé en 2020-2021, qui a été mis en fonction à Noël 2022. Donc, c'est ça, on a vraiment passé de l'huile usée à la biomasse. Donc, c'est un système de chauffage qui est autrement... j'ai plus de chaleur, j'ai une meilleure distribution dans les serres aussi. Et l'huile usée, c'était vraiment difficile, l'approvisionnement. L'huile de qualité était rare, de l'eau dans l'huile, c'était vraiment compliqué à avoir. Mes fournaises étaient très âgées aussi parce que ça faisait comme 25 ans que ça roulait, la même fournaise. L'environnement, c'était plus fonctionnel, là, ça ne fonctionnait plus du tout. Donc, la biomasse, c'est nettement mieux, c'est un autre défi, un autre type, mais c'est une meilleure chaleur. J'ai une réserve d'eau aussi, ce qui fait que ma fournaise fonctionne sans arrêt, elle me garde une réserve de 20 000 gallons d'eau chaude. Quand cette réserve-là est épuisée, bien, la fournaise, elle, quand j'ai pas de demande dans la serre de chauffage, elle fait de la réserve d'eau. Fait que j'ai toujours, si elle arrête, bien, j'ai un temps de réaction parce que j'ai ma réserve d'eau qui est pleine. Donc là, ça me donne du temps pour me virer de bord, faire ma réparation, enlever mon blocage et tout ça. Là. Fait que c'est vraiment beaucoup moins stressant.
La nuit, j'ai une alarme, puis il fait 5 dehors. Ça me stresse pas, là. Ça va aller demain matin, c'est pas grave. Je sais que ma réserve d'eau est là pour baquer sans problème. Donc, c'est vraiment un rythme de vie différent, là. Ça aide beaucoup. Et donc, on passe d'un combustible fossile à la biomasse forestière résiduelle. Donc, ça a un impact positif sur l'environnement. Tout à fait. Avec le bois, on sauve beaucoup de GES quand même. On est à 5, dans mon année de test que j'ai faite, là, on a sauvé 524 tonnes de GES qui ne sont pas émis dans l'atmosphère par mon changement de chauffage, de type de chauffage. C'est un impact majeur. Et est-ce qu'il existe des aides financières pour encourager ces initiatives? Oui. Parce que ça devait être un gros investissement. Oui, on parle d'un investissement de 1 800 000 $. Je n'ai pas fait ça tout seul, clairement pas en vendant des fleurs. Donc, oui, je vais réussir, mais j'ai eu besoin d'aide, effectivement. Donc, j'ai eu le MAPAC qui nous a aidés dans la construction des serres, la distribution de chaleur, le Transition énergétique Québec aussi, qui est le ministère, qui nous aide aussi pour le chauffage, vraiment pour la fournaise. Plan Nord nous a aidé aussi pour un petit peu tout ce qui venait autour de ça. En tout cas, nous, on est très fiers de ce projet. Est-ce que tu ressens une fierté du milieu aussi, clients, acteurs de la région? Bien, j'ai eu l'année passée une belle reconnaissance par la Chambre de commerce pour le prix pour l'environnement, donc j'étais très contente. Qu'on souligne les efforts qu'on fait quand même. Oui, moi, ça m'aide dans ma vie de tous les jours d'être un meilleur chauffage, mais la nature est importante aussi. C'était atroce, l'huile, ce qu'on faisait avec... C'est le fun d'être reconnu aussi que tout cet investissement-là, qui a un impact positif sur la nature, sur l'environnement, que ce soit souligné. Les clients aussi, j'ai des clients qui sont curieux de voir les installations. Ils réalisent en regardant, en venant faire leurs achats, ils disent, mais qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Puis là, ils sont curieux d'aller voir. Ils font comme, mon Dieu, c'est donc bien gros. Les gens, souvent, ils sont avec des œillères, ils viennent dans leurs fleurs, puis ils font juste ça, puis ils ne voient pas tous les alentours, mais peut-être qu'avec notre rencontre d'aujourd'hui, les gens vont être plus curieux de venir voir aussi les installations. Moi, je suis bien ouverte à montrer aux gens la belle évolution qu'on a fait maintenant depuis toutes ces années, là. Merci beaucoup, Josée. C'était un plaisir de en savoir plus sur ton beau projet. Ça fait plaisir. Au cours de cette émission, nous avons eu l'occasion de mieux comprendre le concept de développement durable. Plusieurs entreprises nous ont montré comment elles l'ont intégré dans leurs activités et dans leurs pratiques de gestion. Elles nous ont également montré des projets inspirants qui ont un impact positif sur l'environnement ainsi que sur la communauté. Avec les crises environnementales et sociales que connaît notre société, les contraintes vont continuer à se renforcer, mais des opportunités vont continuer à apparaître. Les entreprises et les collectivités auront à faire preuve d'adaptation et de résilience, et celles qui vont tirer leur épingle du jeu sont sans doute celles qui sont déjà en action pour un développement plus durable. Restez à l'affût pour une autre émission à saveur environnementale. À bientôt, merci.